Bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tennis et Culture Physique. Un numéro qui se propose de vous présenter tout ce que l'on peut offrir de culturel et de tennistique à un fan de tennis en ce Noël 2019. Et on démarre par un pavé qui est sorti en début d'année, le dictionnaire du tennis. Alors il est assez imposant, 720 pages, 2500 entrées, des termes techniques, des anglicismes, mais aussi, je veux rien oublier, les compétitions, les instances nationales et internationales, les infrastructures, une chronologie de l'histoire du tennis en début d'ouvrage, la biographie de 120 légendes du jeu, des articles encyclopédiques sur le tennis, au cinéma, dans la peinture, au travers de la mode. C'est vraiment hyper complet, c'est un ouvrage qui m'a beaucoup intéressé, parce que ça m'a permis de préciser la définition de quelques mots qui représentaient toujours un petit peu un mystère pour moi. Alors par exemple, le toucher de balle, quand j'étais jeune, je comprenais pas trop de quoi il s'agissait. Alors toucher de balle, c'est du latin populaire toccare, du radical onomatopique toc, manière de frapper la balle avec précision et sensibilité. Plus précisément, l'expression toucher de balle désigne les sensations ressenties par un joueur dans le petit jeu, amorti, coup, court croisé. Un joueur qui possède un beau toucher est doté d'un très bon relâchement du poignet, lui permettant de frapper la balle délicatement et de l'envoyer avec précision, sensibilité et élégance, exactement à l'endroit souhaité. Donc l'auteur cite, son adversaire de toujours, John McEnroe, après 2 ans d'absence, revient à Wimbledon, mais déçoit. Le triple vainqueur 1981, 83, 84 bafoue son tennis et n'a plus son toucher de balle et s'incline logiquement face à Wally Mazur au 2e tour. Extrait de worldexpress.com, parce que ce dictionnaire cite ses sources, il y a un gros travail documentaire de fait. Ensuite, une autre entrée, volée en toucher. Je cite, donc l'auteur cite, la volée était très basse, très difficile, on y arrive en faisant des petits coups d'entraînement, en faisant beaucoup de mini-tennis, des petits coups que je faisais souvent quand j'étais jeune avec mon frère sur des terrains improvisés. Il faut du timing, un peu de toucher. Ça c'est Benoît Paire dans l'équipe.fr du 15 novembre 2015. Spécialiste du toucher de balle, Benoît Paire. Alors, c'est un ouvrage que j'ai eu la surprise et le bonheur de voir sur certains termes, l'auteur me citait, le blog Tennis Concept, donc par exemple sur le terme rameur, qui est un nom masculin familier, terme familier utilisé pour désigner un renvoyeur, en l'occurrence un joueur régulier endurant qui cherche à prolonger le plus possible les échanges en attendant la faute de son opposant. Synonyme, crocodile. Le rameur est un joueur très régulier qui possède une très bonne couverture de terrain et un bon jeu de défense. Ce style de joueur qu'on appelle aussi crocodile, entre parenthèses en référence au mousquetaire René Lacoste, mise avant tout sur les fautes adverses pour remporter ses matchs. Il va chercher à vous emmener dans un défi d'endurance avec de longs échanges perdants qui vont finir par vous épuiser à la fois mentalement et physiquement. Donc citation de mon blog Tennis Concept. En ce qui concerne les biographies des joueurs, alors j'ai vraiment très apprécié dans cet ouvrage le fait que l'auteur ne se limite pas à égrener le palmarès des joueurs, mais parle de la personnalité, du jeu. Alors je vais prendre l'exemple de la définition de Andy Murray, qui est un Britannique né le 15 mai 1987. Le joueur de Dunblad et le tennisman que la Grande-Bretagne attendait depuis Fred Perry. Andy a accompli tout ce que l'on attendait de lui, tolérant la pression accablante du public ainsi que de la presse. Outre-Manche, il a remporté Wimbledon en 2013 et en 2016. Il a décroché la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Londres en 2012 et de Rio de Janeiro en 2016. Il a conquis la Coupe Davis en 2015. Né à la même époque que Federer, Nadal et Djokovic, ce que Murray a réalisé jusqu'à maintenant constitue quelque chose de phénoménal. Son talent est cristallin. Il sait tout faire, en coup droit comme en revers. Entre parenthèses, qui constitue son meilleur coup. Son toucher de balle, on y revient encore, est sans égal. Son coup préféré est l'amorti, qui s'arrête systématiquement juste derrière le filet, hors de la portée de ses adversaires. À la volée,
Sa main est aussi délicate que précise, il sait varier les cadences ainsi que les effets, trouvant souvent des angles extrêmes. Il sert très bien, retourne des services à 220 km/h avec une facilité déconcertante. Il utilise toute la panoplie des coups du tennis afin de mettre en œuvre son style de jeu, fondé sur la contre-attaque. Infatigable coureur, Murray laisse souvent l'initiative à son adversaire. S'appuyant sur ses qualités physiques hors du commun, afin de renverser la dynamique de l'échange. Entraîné de 2014 à 2016 par Amélie Mauresmo, il a recommencé à travailler avec son ancien coach Ivan Lendl à partir de Wimbledon 2016. Le 7 novembre 2016, âgé de 29 ans, l'Écossais détrône Djokovic et devient numéro 1 mondial pour la première fois dans sa carrière. Quelques semaines plus tard, il termine sa meilleure saison en beauté en conquérant le Masters de Londres. Ça lui permet de commencer l'année 2017 en tête du classement ATP. Voilà, et puis on va passer à une joueuse maintenant, hein. Parce qu'il y a les joueurs, il y a les joueuses. Une de mes préférées, Justine Henin, belge née le 1er juin 1982, protagoniste de la première décennie des années 2000, la joueuse de Liège possédait le plus beau revers à une main du circuit féminin. Élégante, extrêmement talentueuse et munie d'un jeu de jambes excellent. Justine Henin atteint la première position du classement WTA en 2003, joueuse complète, capable de jouer n'importe quel coup dans n'importe quel endroit du terrain. Henin a su dominer le tennis féminin malgré son manque de puissance, prenant souvent le dessus sur des joueuses physiquement plus imposantes comme les sœurs Williams ou Sharapova. Dans sa palmarès figurent les 4 internationales de France, 2003, 2005, 2007, 2 Open des États-Unis, 2003-2007, et un Open australien en 2004. Elle n'a jamais triomphé à Wimbledon, où elle a disputé la finale en 2001, en 2006. En 2004, elle décroche la médaille d'or en simple dame aux Jeux Olympiques d'Athènes. En 2008, alors qu'elle est numéro mondial, elle annonce sa première retraite. Elle revient à la compétition en septembre 2009, mais sa carrière s'arrête définitivement en janvier 2011 à cause d'une blessure au coude. Et je terminerai cette chronique de cet excellent dictionnaire du tennis, excellent et très complet, à posséder pour tous les amateurs. Il y a un grand article sur les surnoms des joueurs de tennis. Alors il y a tout, et bon, si on s'arrête à la lettre B, on a par exemple Baby Federer, et c'est le surnom attribué au joueur bulgare Grigor Dimitrov, dont le style de jeu ressemble considérablement à celui du champion suisse Roger Federer. Roger Federer, numéro 3, a dominé vendredi Grigor Dimitrov, numéro 8, surnommé Baby Federer, en quart de finale à Bâle. Donc, l'auteur cite l'équipe.fr, 26 octobre 2013. Plus éloigné dans le temps, le basque bondissant, eh bien, c'est le surnom attribué à Jean Bottra, un des 4 mousquetaires qui rendirent illustre le tennis français au cours des années 20 et 30. Bottra avait l'habitude de jouer coiffé d'un béret basque, d'où son petit nom, qui fait également référence aux qualités acrobatiques de son jeu d'attaque. Le dictionnaire du tennis de Valerio Emanuele, donc à la fois enseignant de tennis diplômé et chercheur en linguistique, préfacé par Henri Lecomte, donc à posséder pour tout amateur de tennis le dictionnaire du tennis.